Donc, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour échanger avec Sorna Benga. Donc, merci vraiment d'avoir pris le temps de venir vous joindre à nous pour cette conversation. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir dans cet espace de partage et d'échange. Donc, ce soir, comme je disais, nous allons échanger avec Sorna Benga. Elle nous entretiendra sur son roman L'or de Ninkinanka. Bien, merci Sorna Benga d'avoir accepté cette invitation. Merci Théam. Voilà. Donc, Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. ouais. Donc, tu es écrivaine, scénariste au cadre de la fonction publique sénégalaise et organisatrice des rencontres sur le fleuve, un événement culturel annuel tout au long du fleuve Niger. Et également, tu es autrice de plus d'une vingtaine d'ouvrages littéraires, dont le roman Le Dard du secret, que tu as, je pense, juste à côté de toi. Ouais, le Dard du secret. Bon, pour l'instant, j'ai fouillé ma bibliothèque, je ne l'ai pas retrouvé. Il y a le Dard du secret, d'ailleurs, qui est lauréat du Grand Prix de la commune de Dakar pour les lettres. Il y a également un roman qui est très, très connu, La Balade du Sabador. Effectivement, bon, voilà, que tu vas nous sortir. Voilà, un roman dense et qui est Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Et le dernier, le tout dernier, L'or de Ninkinanka, que j'ai là, euh, qui fera l'objet, qui sera au centre de notre conversation. Alors, j'ai saisi quand même l'occasion pour présenter quelques ouvrages que j'ai également. Euh, voilà, Wali Gilan, ou L'Éternel Miracle, aux éditions Oxyzone. Il y a également Wali le prophète d'Europe, Néa, et Wali Gilan, le prophète de rock également, mais tome 1. Là, on a le tome 2. Donc, ça sont les quelques ouvrages qui m'ont permis de rentrer dans ton univers avant de pouvoir travailler sur l'or de Ninkinanka. Donc, comme je disais, la conversation va se dérouler en deux temps. Une petite introduction avec quelques questions que je poserai pour que tu puisses nous donner un aperçu du roman. Et suite à cette introduction, on fera une conversation conviviale avec l'ensemble des participants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un moment de convivialité autour du roman. Alors, lors de Ninkinanka, la première chose qui intrigue tout lecteur, c'est Ninkinanka. Qu'est-ce que Ninkinanka? Je pense que nous, je le dis par moments, nous avons baigné en Afrique dans la marmite du merveilleux. Oui. Et je me suis beaucoup intéressée à l'histoire des djinns, Oui. surtout les grands djinns, ce qu'on appelle les grands djinns, parce que j'ai remarqué au fil de mes voyages qu'il y avait quand même un substrat commun à l'humanité. Oui. Et ce que d'autres appellent dans certains pays des fantômes, des esprits frappeurs, etc., en Afrique, on l'explique par les djinns, bons ou mauvais. Oui. Et déjà dans la balade du Sabador, à la fin de l'ouvrage, j'ai parlé de Ninkinanka. Parce que Ninkinanka, parmi les djinns qui sont jugés bons, il est l'un des plus grands parmi ces djinns-là. Et je voulais m'intéresser à ce djinn de l'abondance pour les peuples, parce que je me suis dit quelque part, peut-être que ça serait important de rappeler aux Africains que quand même nous avons des mythes. Nous n'avons pas besoin forcément d'aller chercher ailleurs Oui. la source de notre imaginaire. Nous l'avons déjà. Je dis chaque fois, à chaque coin de rue, dans chaque famille, nous retrouvons cet imaginaire à travers les contes que nos grands-parents nous racontaient autour du feu de bois. Parce que j'ai eu cette chance-là quand j'allais au village de ma grand-mère, de pouvoir assister à ces séances-là.
qui était quand même assez extraordinaire. Et on parlait de Ninki Nanka, on parlait d'autres djinns aussi. Mais Ninki Nanka me fascinait d'autant plus parce qu'il avait quand même des spécificités que d'autres djinns n'avaient pas. Autant certains djinns, il y avait la question de l'égoïsme, de l'intérêt personnel, autant Ninki Nanka concernait tout un peuple. Oui. Et quand on allait en Casamance ou en Gambie ou dans d'autres pays, on retrouvait ce même djinn au Mali, partout. Et je me suis dit, un djinn aussi commun à l'Afrique, autant que les Ndiol, le géant, autant que les peut-être 2 ou 3 djinns, c'était intéressant de pouvoir en parler pour nous rappeler notre passé. Bon, avant de poursuivre dans le roman, en restant un peu sur les djinns, est-ce qu'il y a des appellations en fonction des régions, qu'on soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est, en Afrique australe? Est-ce qu'il y a des appellations qui correspondent à la dénomination djinn, d'autres appellations? Oui, la notion de djinn, je pense, est commune. Parce que déjà, je regarde dans l'islam, l'islam concerne pas c'est-à-dire, en fait, il y a certains qu'aujourd'hui, nous avons grandi avec l'idée que nous devons cohabiter avec eux, les respecter parce qu'ils sont dans un monde parallèle. Par moments, nos mondes s'entrechoquent, mais ça n'empêche que chacun d'entre nous vit son monde sans empiéter sur l'autre. Mais souvent, il y a des cas où il y a des empiètements. Par exemple, dans certaines états qui sont guéris de manière traditionnelle. Et moi, tout ça, en fait, pour moi, c'était une source de curiosité en tant qu'écrivain. Pouvoir rappeler aux gens que nous sommes des Africains parce que nous avons aussi quelque part en nous cette part de mysticisme très importante, cette hybridité religieuse très importante qui fait de nous ce que nous sommes, qui fait que peut-être souvent l'Africain a un sens du dépassement par rapport à certains faits de la vie que les autres prennent peut-être pour peut-être de la faiblesse ou autre chose, alors que ce n'est pas de la faiblesse. Ça entre dans le cadre de l'ontologie africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des choses se passent, on a tendance en Afrique à nous dire calmez-vous, regardez la chose en face avant de prendre une décision. Donc, en général, c'est cette forme de sagesse ancestrale que nous avons. Et moi, en fait, dans ma quête de la culture, en faveur de la découverte de la culture africaine, pour dire aux jeunes générations, vous n'avez pas besoin de copier les autres. Vous avez quelque chose ici. Et parmi ces choses-là, nous avons les djinns, nous avons les humains comme nous avons autre chose. Nous avons la nature, nous avons énormément de choses à découvrir et qui, en fait, comme je le dis, est spécifique à l'Afrique. Alors, du coup, le roman vient traduire ta manière de voir ce quelque chose qui est commun à un ensemble de peuples africains. Comment s'articule, ou plutôt, comment est-ce que tu as pu mettre cette notion de djinn dans le roman et dans l'univers dakarois d'aujourd'hui, puisque le roman, il est actuel. C'est un roman qui a été écrit récemment. C'est l'histoire de 2 jeunes filles, 2 jeunes trentenaires dakaroises qui vivent pleinement la vie comme on peut voir à Dakar aujourd'hui, bourgeoises, des belles voitures, des belles villas, qui ont une belle éducation. Donc, comment s'articule, comment est-ce que tu as voulu mettre ça, cette notion de djinn dans l'univers de 2 jeunes trentenaires aujourd'hui? En fait, quand on regarde le roman par moments se lit à l'envers. À l'envers parce que nous avons l'explication de tous les problèmes qui sont survenus dans les dernières pages du roman, à travers la légende de Ninki Nanka. Oui. Et il faut rappeler que lors de Ninki Nanka, je parle sous le contrôle de terme, est un roman jumeau. C'est-à-dire que lors de Ninki Nanka,
un autre roman qui est son jumeau, qui est La peur du Hunduman. La peur du Hunduman, qui est l'histoire de l'enfant fétiche et de Doudou, Issa et Doudou, leur amitié. Mais dans ce qui nous intéresse, il y a eu cette légende de Ninki Nanka et à un moment, le jeune roi a décidé quelque part de donner Ninki Nanka à la France. Parce que pour lui, c'était une manière de se débarrasser un peu de ce bijou qui a fait l'objet de tellement de convoitises que finalement, au lieu d'avoir la paix, après des années de paix, ils se sont retrouvés dans la guerre parce qu'ils ont réveillé le djinn guerrier. Oui, oui. Donc, ce bijou est à Paris et voilà, des gens se réveillent un matin, ils ont des ambitions et ils se disent, on va récupérer ce bijou-là. Oui. Donc, ils ont récupéré le bijou et ils l'ont amené à Dakar. Mais le seul problème, c'est que ce bijou est volé. Oui. Et voilà, donc c'est l'histoire de ces deux femmes, Marie, qui vole le bijou parce qu'elle a été, en fait, commanditée, elle a reçu de l'argent de Sidi, de l'initié, de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, Marie, c'est une croqueuse d'hommes. Hein? C'est une croqueuse d'hommes. Oui. Voilà, c'est une croqueuse d'hommes. Elle pense que l'argent règle tous ses problèmes. Aïda est beaucoup plus calme parce qu'elle a vécu quand même des choses difficiles qui ont fait qu'elle a été obligée de se rappeler que le monde aussi a une face sombre. Mais Marie, elle, c'est une baraneuse. Hein. Quand on dit au Sénégal une baraneuse, c'est-à-dire que pour elle, elle dit il y a des hommes, pour classer les hommes, elle parle des mâles, voilà, des mâles et des nouilles. Donc pour elle, les mâles sont les gens qu'il faut presser, comme du citron, et de l'autre côté, les nouilles, les maris. Donc, elle a une vision quand même assez dégradante, très noire des hommes. Mais c'est peut-être lié aussi à son propre parcours. Alors, lors de Ninki Nanka, un roman féministe, un roman merveilleux, ou l'un et l'autre à la fois? Oh, moi, vous savez, c'est-à-dire, pour moi, je pense que moi, je ne suis pas dans la vision féministe traditionnelle qui veut coûte que coûte peut-être créer un homme, une femme, un homme macho, de l'autre côté une femme, qui va essayer de se battre pour ses droits à tel point d'oublier qui elle est réellement. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas besoin de singer l'autre pour se faire respecter. Oui. Il suffit d'être soi-même, qu'on soit un homme ou une femme. Pour moi, je pense que nous sommes complémentaires. Nous devons nous compléter à travers nos différences. Oui. Et c'est important. C'est-à-dire que tous ces gens, dans le roman L'Or de Ninki Nanka, apprennent de la vie, apprennent des autres. Parce que, en fait, ce sont des gens qui sont tellement dévorés par l'ambition. C'est-à-dire pour eux, ce bijou symbolise la fortune, va leur apporter la fortune et l'opulence. Mais le seul problème, c'est que le djinn qui est dans le bijou en question, Ninki Nanka, a une autre vision. Il a envie de vivre, il a envie d'être, il a envie d'avoir une famille. Parce que, et il retrouve dans la famille de Aïda ce qu'il a toujours cherché. Ce qui explique que même quand on le vole une deuxième fois, il va revenir chez Aïda. Et parce qu'il a cet attachement pour l'enfant fétiche et pour la mère, mais un attachement purement filial, purement fraternel. Parce qu'en fait, il se rend compte que les autres sont avec lui, parce que le Ninki Nanka du roman est un Ninki Nanka assez spécial. Il est spécial parce que il croit en l'amour. Il est spécial parce que il veut donner sa fortune, mais il ne veut pas le donner à une personne cupide. Il veut le donner à quelqu'un qui peut être utile aux autres. Et ce Ninki Nanka-là, c'est son combat d'ailleurs. C'est son combat en tant que djinn à travers le roman. Bon, on peut dire que Ninki Nanka est un personnage au même titre, par exemple, que Aïda, Yacine. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que
si on rejoint l'autre roman, le roman jumeau, on voit qu'il va apprendre l'apparence corporelle de Doudou. Donc, oui. cette enveloppe corporelle qui est la sienne depuis toujours. Et je veux dire, cet être-là, quelque part, a envie d'avoir une vie, mais il sait ce qui est rattaché à sa légende. Lui, le djinn de l'opulence, le djinn de la prospérité, le djinn de l'argent. Il sait que forcément, les gens vont le regarder avec cupidité. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il est comme protecteur le djinn vengeur et le djinn guerrier. Et ces djinns-là, en fait, l'accompagnent parce que quelque part, Ninki Nanka est un mineur. D'ailleurs, je pense que cet aspect, on le retrouve dans le film. Il est un mineur qui est gardé par deux djinns anciens. Le seul problème, c'est que ce mineur-là a envie, comme tous les ados de son âge, de faire ce qu'il veut. Bon, alors, outre ce personnage qui est Ninki Nanka et les différents personnages, Aïda, Marie, Yacine, Soubey, voilà. Sidi, Tunkara, Euh, Boris Koulibaly, qui est un homme dans le roman. tout à fait. Et ça, il faut le dire, c'est un homme dans le roman. Oui, oui. Voilà. Contrairement au film où Au Boris, film, oui. très joli Boris, très... Ouais. Euh, alors, il y a quelque chose qui m'a paru aussi très, très présent, qui revient régulièrement, la couleur rouge. Ouais. Que symbolise la couleur rouge dans le roman? C'est la couleur des djinns, en fait. Oui, La couleur rouge, en fait, on dit, c'est une couleur de protection. oui, Aujourd'hui, par exemple, dans le monde traditionnel, on dit que pour se protéger des djinns, il faut porter la couleur rouge, mettre du rouge chez soi. Par exemple, moi, je me rappelle quand on était petite, on nous disait un djinn a perdu son enfant et tous les enfants portaient un tissu rouge au poignet pour que le djinn, quand il arrive, en fait, il saura que ce n'est pas son enfant parce que les djinns, en fait, ne portent pas de rouge. Ils ont des yeux rouges, mais ils oui, ne portent pas de rouge. oui. D'où Et la en fait, le présence. rouge, c'est la protection. C'est la protection et c'est aussi la couleur de Marie. Le rouge est la couleur de Marie. Donc, alors, je rappelle aux participants qu'à n'importe quel moment, ils peuvent poser des questions dans le système de questions-réponses ou dans le chat. Et à l'issue de cette brève introduction, on pourra ouvrir le micro pour que chacun puisse parler de vive voix pour une conversation plus interactive. Alors, on a une première question juste tout de suite. Bon, je pense que cette question-là, on la prendra au moment de la conversation avec l'ensemble des participants. On va finir avec le contenu du roman. Alors, j'avais une autre question sur, sur le style utilisé, l'esthétique du roman. Parce qu'il y a pas mal de choses qui relèvent à la fois de l'authenticité, donc faire en sorte que l'auteur, le lecteur puisse se reconnaître à travers les personnages. Les personnages s'expriment en utilisant le langage courant, donc avec des expressions aussi bien en Wolof qu'en français. Et ça, est-ce que c'est un choix esthétique ou c'est une nécessité d'authenticité? Je pense que, comme je le dis souvent, nous avons hérité d'une langue, le français, mais nous avons aussi besoin de l'épicer de couleur locale. Pour moi, ce français épicé montre ce que nous sommes réellement. Je pense que quand on regarde le français, que ce soit le français de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, du Sénégal, tout est différent. Et parce que tout simplement, nous avons su épicer ce français-là. Moi, je veux, à travers mes romans, qu'on sache que je suis sénégalaise. Je suis africaine, bien sûr, mais je suis sénégalaise. Et je veux dire, je veux aussi quelque part que les expressions que nous utilisons au Sénégal, qui sont des expressions très imagées, par exemple, on retrouve ces expressions régulièrement dans mes romans, que ce soit la balade du Sabador. Le Dard du secret était beaucoup plus formel, mais la balade du Sabador, et jusqu'à maintenant, j'aime mettre ces expressions
Par exemple, dans la balade du Sabador, on le retrouve souvent, ces expressions. Voilà. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est comme une signature, en fait. Oui, C'est comme une signature identitaire. tout à fait. Donc, on va dire c'est le style de l'autrice. Ouais. Alors, je veux prendre quelques expressions hein, pour que les participants puissent voir à quoi on fait allusion. Et que ce soit en français ou en Wolof, on a par exemple un venant d'Atlanta, un moudou moudou. Et également, on a des expressions que comme poitou. Voilà quelques éléments hein, pour pouvoir donner. Euh, Mais en fait, je vais juste, par rapport aux expressions, nous avons, et ça, quand je le dis, les Sénégalais vont beaucoup rire. Les femmes, en fait, caractérisent les hommes, mais en utilisant l'image de poisson. Le tchof, qui est le roi le mérou, c'est l'homme qui a de l'argent, qui est bien fait et qui a de l'argent. Il y a le beurre, le il est plus pigeon, riche. quoi. Le beurre, il a beaucoup plus d'argent, il peut être moche ou pas moche, c'est pas grave. Il y a le sedeux. Et en fait, il y a le yaboy. Le yaboy, c'est vraiment celui dont personne ne veut, qui te fatigue tout le temps, etc. Et comme vous le savez, c'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes. Et en fait, et on le retrouve dans le roman. Dans le roman, Marie parle des hommes aussi en utilisant ces expressions-là. Le venant d'Atlanta, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger et en général un immigré. Et quand ils arrivent, en général, certaines femmes, comme le genre de Marie, essaient de les dribbler voilà quoi, il y a un jeu quand même qui est là. Et on en parle dans le roman de ce jeu-là, entre les hommes et les femmes, concernant l'argent. Oui, c'est vraiment ça qui donne la saveur, qui permet alors, de se ressentir chez soi dans le roman. Et pour ceux qui ne sont pas du Sénégal, de sentir qu'ils voyagent en fait. Ouais. Voilà, ils sont en train de voyager en étant vraiment dans l'univers de Ninki Nanka. Alors, le roman, néanmoins, a un aspect qui est dramatique. Ouais. À la fin du roman, bon, sans devoir, mais il y a quand même un aspect qui est dramatique, qui est lié à la cupidité. Est-ce que la notion de cupidité, que signifie cette notion pour toi dans le roman? En fait, cette cupidité dont on parle est la cupidité extrême. Parce que, en fait, là, comme je l'ai dit au début, le référencement de Ninki Nanka n'est pas un référencement individuel, c'est un référencement collectif. Ninki Nanka s'intéresse à la communauté, mais comme je dis, Ninki Nanka est partagé entre ce qu'il symbolise et ce qu'il veut réellement. Il veut qu'on l'aime pour lui-même. Comment on peut aimer le symbolisme, le symbole de l'or pour lui-même, c'est-à-dire l'or. L'or de Ninki Nanka, quand on parle de l'or de Ninki Nanka, c'est la richesse, tout ce qui est lié à Ninki Nanka. Parce qu'en réalité, ce qui est lié à Ninki Nanka, ce n'est pas l'or en tant que métal, ce sont les pierres précieuses. Et bien entendu, Ninki Nanka veut qu'on l'aime pour lui-même. Mais le seul problème, c'est que Ninki Nanka ne s'est réveillé que la cupidité. Et on le voit dans le roman. Et pourtant, cette cupidité est la condition qui peut réveiller le djinn vengeur et le djinn guerrier. Oui. Et c'est vraiment un antagonisme qui est présent, qui est constant dans le roman. Aimez-moi pour moi-même, mais ne m'aimez pas pour mon or. Oui. C'est quand même terrible ce qu'il impose aux humains, quelque part. Voilà, Et c'est vrai voilà. que ce n'est pas évident, parce que Ninki Nanka réveille forcément la cupidité, parce qu'il est le symbole de l'or. Voilà, merci beaucoup, Sogna. On va prendre les questions et puis je vais également donner la parole aux participants pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, les premières questions. Alors, la toute première, ça concerne. Alors, c'est Magaï Touré qui nous pose la question, comment devient-on écrivaine? Dans mon cas de figure, c'est assez spécial. Je pense que comment devient-on écrivain? Moi, j'ai eu un père qui était écrivain déjà,
Mon grand-père était écrivain et nous sommes dans une famille d'écrivains. Mon grand-père, dans les années 1800, écrivait les relations pour l'Église. Donc, il y a eu beaucoup de relations qui ont été publiées à l'époque dans les revues, parce que c'était des revues qui paraissaient. Et nous avons, en fait, moi j'ai cette fibre d'écriture, mais je l'ai toujours refusée. Parce que je trouvais que quand même perdre son temps devant une machine ou autre chose, il y avait d'autres choses à faire. Et je pense que c'est par ironie que l'écriture est venue à moi. Et je l'ai acceptée avec tout ce que cela implique comme sacrifice. Parce que c'est vrai que ça prend du temps, ça prend du cœur, ça épuise, mais c'est aussi quelque chose de très stimulant qui nous permet d'aller de l'avant. Pour moi, c'est ça en fait l'écriture. Mais je pense qu'on devient écrivain parce qu'on a des choses à dire. Nous sommes, surtout en Afrique, nous sommes, comme j'ai à le dire souvent, nous sommes sur un continent qui est fait de contradictions. Autant l'Afrique est riche de par sa pensée, de par ses ressources naturelles, autant les Africains ont du mal à faire la liaison positive entre ça et la construction du futur. Pour moi, c'est très important que l'on puisse prendre conscience de qui nous sommes. Et l'écriture, en fait, permet aux écrivains de s'adresser au peuple. Voilà. Pour moi, l'écriture, c'est ça. On devient écrivain parce qu'on a des choses à dire. Alors, autre question de Ndeidou. C'est vrai qu'on a parlé de l'œuvre, mais elle aimerait savoir qui est Surna Benga. Bon, je vais déjà faire un coucou à Ndeidou en lui disant qu'elle porte le nom de l'une de mes meilleures amies quand j'étais à l'école primaire. Elle s'appelait aussi Ndeidou, mais on s'est perdu de vue il y a des années. On s'est perdu de vue après quand je suis allée à Gorée, mais c'était ma meilleure amie. Donc, Ndeidou, coucou, toi qui portes le nom de ma meilleure amie. Ce que je voulais dire, c'est que qui est Sokhna Benga? Moi, je suis quelque part le résultat d'un métissage culturel. J'ai la chance de naître d'une famille chrétienne musulmane. Ma mère est chrétienne, mon père est musulman. J'ai presque 8 ethnies dans mon sang, c'est-à-dire que je suis sénégalo-malienne, parce que j'ai une grand-mère, une partie de ma famille qui vient du Mali, de Caille, et la grande partie vient du Sénégal. J'ai grandi à Liberté 5, c'est Cap Liberté 5. Donc, j'ai fait mes écoles primaires, en fait, école maternelle au Martyrs de l'Ouganda. Ensuite, je suis allée à l'école Sainte-Bernadette avant d'atterrir à Mariamaba de Gorée, qui était l'ancienne maison d'éducation de l'Ordre national du Lion. Ensuite, j'ai fait mes études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar jusqu'à la maîtrise, mais comme j'avais une passion pour la mer, je devais aller faire mes études à l'étranger, donc je suis allée à Brest pour faire ma spécialisation en droit des activités maritimes. Donc, je suis juriste spécialisée en droit des affaires, mais spécialisée en droit maritime. Et professionnellement, en fait, je suis administrateur des affaires maritimes, directrice des transports maritimes fluviaux et des ports à l'Agence nationale des affaires maritimes. Et parallèlement, je suis écrivain, scénariste, éditrice. Et comme le disait tout à l'heure Théam, j'organise tous les 2 ans les rencontres sur le fleuve parce que j'ai une passion sociale. J'adore les enfants. Et depuis plusieurs années, je fais beaucoup d'actions en direction des enfants. J'appuie du mieux que je peux les populations qui en ont besoin. Parce que je pense que nous avons tous besoin de nous tenir la main. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas aller où que ce soit. Je pense que nous avons des choses à faire pour nos populations et j'essaie de faire avec le peu que j'ai, j'essaie de faire beaucoup de choses. Voilà, je suis Sokhna Benga.
Voilà. Benga, c'est un nom atypique. Oui, parce que moi, en fait, en réalité, je suis Meng, mais mon père est né au Zaïre. Il y a eu beaucoup de Sénégalais qui sont allés au Zaïre, au Congo, au Zaïre, au Nigeria, au Gabon. Et à la fin vers 1850 jusqu'en 1900, l'indépendance, ils étaient allés pour construire les grands magasins SCOA et les grands magasins SCOR et tout. Et voilà, ils ont eu des familles là-bas et le Benga est parti de là-bas. C'est-à-dire, quand ils sont partis, ils ont dit Benga, voilà, et c'est resté. Alors, Et nous sommes des Bengs, très bien. des bouts. Question de Chekna Diop. Bonsoir Sopna, félicitations. Une question concernant le titre. L'or symbolise la richesse, donc objet de convoitise, mais protégé par un djinn, donc un danger pour les cupides. Peut-on avoir cette compréhension du titre? Oui, je pense que ça résume l'histoire. En fait, le titre tel qu'il est, l'or de Ninkinanka. Mais cet or, en fait, appartient à un djinn, Ninkinanka. Et voilà, il y a des gens qui, et comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'il ne faut pas que la cupidité soit réveillée. Alors, comment on peut emmagasiner autant d'or sans faire naître la cupidité? C'est la grande question de ce titre-là, l'or de Ninkinanka. Alors, euh, donc je disais, autre question de Majigen Diop. Bravo à notre Dan Brown. Quel est le lien entre Djinn Vengeur et Ninkinanka? Ah, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, Ninkinanka a deux protecteurs, le djinn guerrier et le djinn vengeur. Voilà, le djinn guerrier vengeur protège Ninkinanka contre lui-même. Et le djinn guerrier protège Ninkinanka contre les hommes. C'est ce qui explique que dans la légende, quand le roi cruel a voulu s'emparer de Ninkinanka, c'est le djinn guerrier qui est apparu et qui a créé en fait tout le problème qu'il y a eu par la suite, qui a poussé le jeune roi à donner Ninkinanka aux colons, à cet explorateur français, pour se débarrasser du diamant. Voilà. Question. Dans quel contexte aviez-vous écrit Ninkinanka? Je Oh, saisis l'occasion aussi pour vous poser la question de savoir à quel moment est-ce que vous écrivez, comment vous faites votre travail d'écriture. voilà, donc Ninkinanka, en fait, est un roman que j'ai... Il y a des romans que j'ai commencé en même temps. Je les ai commencés en même temps, mais ils ne se sont pas terminés en même temps. J'ai commencé en même temps Bayo, la mélodie du temps, la balade du Sabador, l'or de Ninkinanka, Herbe folle et le temps a une mémoire. 5 romans que j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et en fait, la balade du Sabador est sortie quand j'avais 33 ans. Bris d'ombre, il y avait aussi Bris d'ombre, Désiré, qui s'appelait Désiré ou la mélodie brisée. Et tous ces romans, en fait, ont eu des périodes de publication différentes. Mais ce sont des romans que j'ai attaqués à l'âge de 16 ans. Alors, bon, sur Mais la... vous savez, souvent, vous écrivez un roman et vous vous rendez compte que vous avez besoin de documentation. C'est ce qui explique que les recherches liées à ces romans ont pris plus de temps que prévu. Lors de Ninkinanka, si vous remarquez bien, parle du serment de l'initié. Moi, en tant que femme, il m'est difficile de pouvoir avoir accès à ces initiés-là pour leur demander tout le terreau qui m'a permis aujourd'hui d'écrire la série liée à l'ordre de Ninkinanka. La série est une adaptation du roman.
Et pour répondre à une autre question, la série est une adaptation du roman, mais une adaptation libre. Parce que la série prend en compte aussi bien lors de Ninki Nanka, le roman, que La peur du Munduman, son roman jumeau. C'est ce qui explique la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la série, nous retrouvons l'histoire de Issa et de Doudou, qui est dans La peur du Munduman, l'histoire des 7 familles des 7 bagues, qui est dans La peur du Munduman, qu'on ne retrouve pas dans l'ordre de Ninki Nanka, qui concerne essentiellement le vol de la mallette par Marie. Et toutes les conséquences liées à ce vol-là, parce que Marie a remis en cause quelque chose qui ne devait pas se faire. Il y avait quelque chose qui était prévu dès le départ, mais Marie a été utilisée par 2 hommes et elle s'est retrouvée dans un piège. Et voilà, dans le roman, c'est vrai que Marie meurt. Parce que, de toute façon, bon, voilà. Donc, ça répond à la question de Miss Potter qui parlait de la série et de l'adaptation. Alors, elle avait une deuxième question. À quand une adaptation cinématographique de La Balade du Sabador, son roman préféré? Le traitement est déjà prêt, mais vous savez, La Balade du Sabador est un roman qui va demander énormément d'effets spéciaux parce que tout le monde le sait avec le course, les djinns et tout, c'est la partie djinn. Ce n'est pas un djinn seul comme Ninki Nanka avec le djinn vengeur, le djinn guerrier, mais là, on a l'univers des djinns dans La Balade du Sabador. On a l'univers des djinns, c'est-à-dire que c'est un univers fantasmagorique. Est-ce qu'en matière de cinéma en Afrique, c'est vrai que si on allait aux États-Unis, on pourrait le faire comme le genre Le Seigneur des Anneaux, mais je veux dire, ça demande quand même des moyens. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un projet qui est là, qui est à l'écoute d'un financement. Donc, juste pour rappel, ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui nous suivent, la conversation se fait autour du roman L'or de Ninki Nanka de Sokna Benga, paru aux éditions Théam l'année dernière, non, en novembre 2018, septembre 2018. Alors, autre question, Ninki Nanka existe-t-il réellement? Ça, c'est Madigan Diop. Il existe. Voilà. Son dernier possesseur habitait à Kaolack. Ah ben voilà. Il existe réellement et peut-être qu'il nous écoute. Hein? Autre question, bon, juste une remarque avant de continuer sur les questions. Il y a Beindou qui répond en disant « Joli parcours, Sogna, bonne continuation et je te souhaite de tout cœur de retrouver mon homonyme. » Bien sûr, je rêve de la retrouver. Voilà. Alors, Maguey Touré pose une autre question. Peut-on parler d'une littérature lébou avec ses spécificités, notamment en matière de thème? Oui, parce que de toute façon, je ne sais pas s'il y a. Moi, je considère que la littérature, je veux dire, pour moi, en fait, je ne suis pas dans une spécificité. C'est-à-dire que cette spécificité m'aide à aller vers l'universel. Comme le dit Senghor, le banquet de l'universel, nous devons apporter chacun quelque chose. Et moi, pour moi, j'apporte ma spécificité. Ma spécificité, c'est ce métissage culturel dont je suis issue. C'est-à-dire autant, et quand même, c'est vrai que quand on regarde, moi j'ai cette partie Serer, Lébou, Djola, Peul, Bambara, qui fait que, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ressemble à tous ces univers, qui est commun. Et c'est cette chose commune qui m'intéresse. Dans ma littérature, c'est vrai que quand nous allons vers les Lébou, il y a ce qu'on appelle les rap, les dîners, il y a les ndep, il y a les cérémonies rituelles de ndep, etc., qui se passent pour exorciser les gens qui sont possédés par les djinns. Donc, les Lébous sont très attachés à ça. Voilà. Moins peut-être les Sérères. Les Sérères vous parleront peut-être des Pangols, des Man, etc. Vous allez vers les Diola, c'est autre chose. Vous allez vers les Peuls, c'est autre chose. Donc, je veux dire, chacun a sa spécificité et c'est important de peut-être quelque part
se dire que ça fait partie aussi de notre authenticité. Alors, pour rester toujours dans ce choix littéraire, dans cette démarche littéraire, question de Eric Bayala, y a-t-il un fil conducteur entre tous vos romans et poèmes? Voilà. Vous savez, par contre, il y a un fil conducteur dans mes scénarios. Dans mes scénarios, mais dans mes romans, peut-être il y a des personnages qui sont transversaux à travers les romans, mais ça ne se retrouve que dans certains romans. Mais voilà. Le merveilleux qui revient souvent. Voilà, le merveilleux, c'est sûr, c'est quelque chose qui m'est attaché, le merveilleux. J'adore le merveilleux. Que serait l'Afrique sans le merveilleux d'ailleurs? Alors, autre question de Chegna Diop. Sogna, remettre le Ninkinanka au blanc n'était-il pas une manière de lui montrer que l'Afrique a ses propres réalités différentes aux leurs? Peut-être que c'était le défi du jeune roi, quelque part. Alors, une question à moi. Bon, Miss Potter me pose une question, mais malheureusement, je ne suis pas l'invité de la conversation. Est-ce qu'on peut avoir la peur du vaudou? Il n'est pas encore sorti. Il est inédit. Ok. Il est inédit. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'est pas publié. Peut-être qu'il sera publié prochainement. Ouais. Autre question de Eric Bayala. Quelles sont les portes éducatives de ce film sur les djinns? Donc, alors, il faut rappeler que, avant de finir la question, il faut rappeler que l'ouvrage L'Or de Ninkinanka a été adapté en série télé et puis qui est actuellement diffusé sur A+ Afrique. Et, sur YouTube. Voilà. Donc, la question est, quelles sont les portes éducatives de ce film sur les djinns dans cette Afrique où les jeunes regardent ailleurs vers d'autres spiritualités et croyances? Quand même, je vais juste parler peut-être d'une expérience, l'expérience liée à la série. Déjà, le roman, il faut le savoir, a créé beaucoup d'intérêt auprès des gens. Mais la série a, quelque part, parce que sa diffusion était internationale, j'ai eu des retours qui m'ont stupéfaite plutôt, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une curiosité immense envers le surnaturel. Une curiosité très, très importante de la jeunesse envers le surnaturel. Peut-être cette curiosité est liée à l'absence de références. Nous, quand on était petits, les références étaient claires. Aujourd'hui, les références le sont moins. Et ce n'est pas parce que les références le sont moins que les gens n'en ont pas besoin. Et quelque part, les gens, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, par exemple, quelque chose qui m'a quand même scotché, c'est cette femme que je rencontre au Sénégal, ici, qui est burkinabé, et qui me dit qu'elle est descendante du royaume des chasseurs qui a été détruit. Et je lui disais, mais non, moi, j'ai écrit une fiction. C'est une fiction que j'ai écrite quand je parle du royaume des chasseurs. Et elle m'a dit que ce royaume des chasseurs, du temps de son apogée, avait signé un pacte avec un djinn. Et le djinn avait demandé en retour un sacrifice sur les hommes de leur lignée. Et pendant des années, elle m'explique, je dis, ça, c'est quelque chose quand même que je dis, mais c'est terrible. Et c'est une femme qui a à peine 35 ans. Et elle me dit, ils ont été obligés de fuir le Burkina pour s'éparpiller à travers le monde. Et malgré tout, le sacrifice qui a été demandé leur a été exigé. Et ils ont été obligés l'un d'entre eux, parmi la dernière génération, a été obligé de retourner au Burkina pour se consacrer à ça uniquement.
Et c'est là qu'ils ont arrêté d'avoir des problèmes. Mais je veux dire, quand même, on est stupéfait par les retours, les familles, les bagues dans les familles. C'est vrai que c'est une fiction, mais étrangement, dans la réalité, il y a des témoignages que je reçois de presque de pays inattendus qui me disent que, Madame Benga, ce film nous rappelle nos origines. Est-ce que ce n'est pas vraiment cette quête, je veux dire, n'est pas importante pour nous, les Africains? Parce que beaucoup d'Africains ont oublié d'où ils viennent, qui ils sont. Peut-être quelque part, c'est lié au fait qu'on nous a toujours fait croire que parce que nous sommes noirs, nous ne valons rien. Non, nous valons tout. Nous sommes tout. Nous sommes le berceau de l'humanité. Alors, Sogna, est-ce que cette perte d'identité n'est pas quelque chose, un phénomène mondial? Mais je veux dire, pour nous, c'est encore plus grave parce que nous avons quand même subi des choses de par le passé, que ce soit, je ne vais pas revenir sur l'esclavage parce que moi, je suis convaincue que la colonisation a fait plus de dégâts avec sa politique d'assimilation. Mais je veux dire, nous sommes quand même, nous sommes beaucoup plus interpellés par cette question de la perte de référence et d'identité. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu en France pendant 12 ans. J'ai fait beaucoup de pays à travers le monde. Mais dès que vous arrivez, vous êtes noir, vous êtes stigmatisé, vous êtes montré du doigt, vous êtes quelque part, on vous accuse de choses dont vous ne savez même pas, vous ne connaissez même pas la raison. Je veux dire, aujourd'hui, moi, comme je le dis, je n'ai pas besoin de prouver que je suis noire, femme, écrivain. Les personnes doivent me respecter telle que je suis, parce que je les respecte, parce que c'est ce que l'Afrique m'a appris, à respecter les gens, malgré leurs différences. Merci beaucoup. Bon, je souhaiterais qu'on parle un tout petit peu de l'adaptation. Le roman écrit, on a beaucoup échangé sur le roman. Alors, tu es également scénariste. À quel moment tu t'es dit, cet ouvrage, il faudrait que je le mette en un scénario qui va être diffusé à un public plus large? Moi, en fait, en 1993, j'ai été contactée par un producteur, un grand producteur, et j'ai cheminé avec lui pendant des années. Je veux dire qu'avant même d'aller à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, je m'étais exercée à faire le traitement de l'ensemble de mes romans, c'est-à-dire le traitement et le travail initial avant le séquencier, l'écriture du scénario, etc. Je m'étais amusée à ça, en me disant que c'était possible. Et le premier roman que j'ai adapté, c'est Le Dard du secret. Donc, Le Dard du secret en long métrage. Et c'est vrai que Le Dard du secret, en fait, ça a été quand même une expérience très positive pour moi. Et par la suite, je suis allée à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, pour faire la spécialisation en scénarisation. Pour moi, c'était aussi important d'avoir ce parcours académique, quelque part, pour pouvoir mieux travailler mes histoires. Parce que souvent, peut-être quand on est romancier, on a quand même le souci du détail, de la description, des dialogues. Souvent, on est dans ça. Alors que le scénario, c'est une vision totalement différente. Dans le scénario, on ne voit que l'image et le son. C'est-à-dire, on voit l'image et le son, on voit, on ne fait que voir et entendre. Alors que le roman, c'est différent. Et c'est vrai que quand on fait l'adaptation, c'est très difficile. Parce que quand on est romancier et qu'on veut prendre la casquette de scénariste, c'est souvent compliqué et c'est une erreur que les écrivains ont tendance à commettre. Un scénariste est un professionnel de l'écriture audiovisuelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend sur le tas. Il y a un parcours professionnel, une formation académique qui est liée à ce travail-là.
Et moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir les deux, d'être écrivain, mais également de suivre un parcours académique. Et parallèlement, d'avoir eu la chance aussi de rencontrer et de travailler avec de grands producteurs, de grands réalisateurs, des ingénieurs du son, des monteurs, de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir apprendre. Ah, donc, du coup, aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à l'adaptation qui a été faite et qui est en train d'être diffusée en ce moment? Quel est le retour, quel est le ressenti par rapport à... Pour moi, en fait, ce qui m'a... je suis contente parce que hier, on a fait le clap de fin. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une équipe jeune qui a fait ce film. Une équipe très jeune. Le chef de projet doit avoir maximum 30 ans. Une équipe très jeune, les acteurs. On a eu la chance quand même d'avoir de grands acteurs qui sont issus du cinéma, qu'on a amenés sur la série. C'est pas tellement évident hein, que d'amener les gens du long métrage sur une série télé. Mais on a eu cette chance-là avec Rocaignan, Batch, en fait, Ibrahim Thié, etc. Donc, de grands acteurs qui sont connus sur le plan international qui ont accepté de vivre cette aventure avec nous. Mais en fait, comme je dis, j'ai appris de cet univers cinématographique. Parce que, comme je le dis, on apprend toujours. On apprend que peut-être les thèmes qu'on aborde sont des thèmes qui intéressent les gens, quel que soit le pays dont ils sont issus. Moi, j'ai eu des réactions de partout dans le monde sur ce film, sur cette adaptation. Je lis les commentaires, ce que je ne faisais pas avant. Et c'est vrai que par moments, je rigole beaucoup parce que quand même, il y a, comme je dis, quand on crée une œuvre, cette œuvre, tant qu'elle est entre nos mains, elle nous appartient. Mais dès qu'elle est publiée, elle ne nous appartient plus. L'Ordre de Ninki Nanka, je pense, est devenue une œuvre l'œuvre de tous. Ça appartient à tout le monde maintenant, surtout avec l'adaptation, les gens, les acteurs et tout. Je me rends compte que c'est une œuvre qui est devenue internationale. Et ça, c'est un plaisir pour un écrivain de savoir que son message a été bien reçu. Alors, on va... question de Sabrina. Question pratique, hein, où trouver le dard du secret et le roman père de Lord de Ninki Nanka? Oh, c'est disponible avec Oxyzone. Voilà. Voilà, et aussi pour Lord de Ninki Nanka, c'est disponible aussi bien sur le site de Théam que sur à Oxyzone ici à Dakar. Donc, voilà. Alors, Secret aussi, tous mes romans sont disponibles auprès des éditions Oxyzone. le film Le Dard du Secret, où est-ce qu'on peut le regarder? Il n'est pas encore sorti. Ah ben voilà, je me disais, mais j'ai pas entendu parler. Non, 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 il n'est pas. Il y a juste le scénario qui est disponible. Ok. Juste une remarque Cheikhna Diop. Donc, je suis très content de partager avec vous. On s'était vu à la FILDAC au stand de Théâtre Édition où nous avons pris quelques photos ensemble. Donc, c'est une remarque. Donc, il est l'auteur de L'espoir d'une vie heureuse. Et voilà, donc très content d'avoir participé à cette conversation. Merci, merci, Cheikhna. Merci. Bon, je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit, la conversation tire plutôt à sa fin. On est à l'heure de donc 1 heure de conversation, ce qui correspond à peu près au temps prévu. S'il y a d'autres questions, je prendrai. Mais merci Magaï, j'en profite pour dire merci à Magaï. Ouais. Magaï Touré, Ndaïndour, Moraya Zey. Parfait. Zey, Solou et Chernadio. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation. Merci vraiment, Sogna Benga, d'avoir accepté cette invitation qui, compte tenu de la charge de travail que tu as,
de temps de disponible que tu as. C'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir échanger comme ça, de pouvoir faire cette conversation de manière conviviale et interactive, comme on vient de le faire. Donc, je rappelle, tu es auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages, écrivaine, scénariste au cadre de la fonction publique sénégalaise, organisatrice des rencontres sur le fleuve, un événement tout au long du Niger. Du Donc, fleuve Sénégal. voilà. Tout au long du Niger, dans le Sénégal. Du fleuve Sénégal. Ah, du fleuve Sénégal, pardon. Pardon. Alors, que rappeler d'autre? Auteur du roman Le Dard du Secret, lauréat du Grand Prix de la commune de Dakar pour les lettres, la balade de Sabador également, Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Donc, l'or de Ninki Nanka était l'objet de notre conversation d'aujourd'hui. Merci encore. Les conversations d'Irit Thyssen sont organisées par l'association Irit Thyssen avec le concours de Théâme Édition. Donc, dernière question de Sabrina. À quand la séance de dédicace en France? Plutôt, je dirais plutôt, quels sont les projets à venir? Ah, j'espère que, bon, avec le Covid, c'est vrai que tout est compliqué, mais le plus tôt possible. Voilà. Sabrina, le plus tôt possible, on organisera tout ça. Déjà avec les conversations comme celle-ci, c'est un moment de convivialité qu'on vient de partager. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres échanges. S'il y a des nouveautés, on vous tiendra au courant et puis on aura l'occasion de continuer les échanges avec Sorna Benga. Merci beaucoup, Sorna. Merci. Merci à tous. Merci.